Attends, excuse-moi, pardon. Attends, stop. Ah, Pardon. non, c'est bon. Je T'as fais pas d'inter... pause. Bonjour Ida, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui sur le podcast Divergent. Merci d'être là. Et d'emblée, je démarre toujours mes intros, je vais dire ça comme ça, par te dire comment est-ce que tu te présentes aux personnes qui te découvrent, qui ne te connaissent pas, justement. Donc, l'occasion pour toi de te Ah, présenter direct. génial. Bonjour Sandra, et puis merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie de prendre ce temps d'échange. Alors, c'est la question difficile pour moi. Mhm. Allez, je vais voir ce qui vient. Je C'est suis ça. Ida Genari Elichri, j'ai 41 ans, je suis une femme -S. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bah, dans la catégorie des femmes, voilà, uniques aux multiples facettes, comme nous toutes, j'essaie de vivre mes différentes dimensions, donc différentes dimensions de femme, de maman de 4 enfants, de professionnelle, entrepreneur, psychologue, coach, ancienne responsable dans des grands groupes, voilà, tout ça, et puis aussi danseuse, musicienne, et j'essaie de faire quelque chose avec ça, voilà, dans mon C'est quotidien. ça. C'est ça. Ouais, il y a vraiment ce côté, tu parlais de multifacettes, j'aime bien, donc en tout cas différentes facettes justement de d'Ida là que tu présentes, à la fois au niveau professionnel, à la fois au niveau, personnel, dans ce que tu nous as proposé et je vais me faire une magnifique transition parce que j'aime bien proposer un jeu, à mes invités pour commencer, après qu'ils se soient présentés, c'est de faire un pas de côté pendant un bref instant et je ne sais pas si tu connais le principe du portrait chinois, mais Oh. l'invitation, là, la proposition, c'est de te dire: «OK, si tu n'es plus Ida là maintenant, en cet instant, enfin, tu es toujours ton essence, mais tu es autre chose. Qu'est-ce que tu serais et pourquoi?» Waouh! J'adore la question, un peu vertigineuse. Alors attends, dans le portrait chinois, j'ai cru que tu allais me demander un animal, alors j'étais déjà en train de me préparer, tu vois? Bah, peut-être, l'inconscient, tu sais, c'est le Hem, premier truc qui t'est venu, allez, vas-y. ouais, bah, du coup, c'est le chat. C'est le chat qui me vient parce qu'il y a une forme d'agilité. C'est la première chose qui me vient quand je pense au chat. Retomber sur ses pattes. J'ai plusieurs fois eu dans ma vie à retomber sur mes pattes et encore aujourd'hui, souvent. Donc peut-être ça, ce côté un peu ronronnant aussi, qui est plutôt cool aussi chez les chats de temps en temps, voilà, une vie de chat quand même, d'un chat domestique, je veux dire, hein, c'est voilà, Pas chat sauvage, ouais, tu es quand même sur le chat ouais, domestique, quoi. chat domestique, ouais, c'est ça. Alors, j'en ai eu un qui était vraiment pas apaisé du tout pendant des années, mais qui de temps en temps arrivait quand même à se mettre en boule sur notre canapé ou sur notre ventre et Mmh. à se laisser caresser et qui ronronnait comme ça quand on allait dans son cou. Voilà, donc ça, je trouve que c'est un truc kiffant du chat et peut-être que voilà, moi j'aime bien ça, pas trop souvent, donc un peu comme ce chat que j'ai eu qui était un peu C'est prêt ça. à bondir, prêt à agir, mais qui de temps en temps s'autorisait quand même à s'abandonner un petit peu avec nous et qu'on pouvait du coup un petit peu apprivoiser, quoi. Mm. Ouais, Mm. mais il y a un côté du coup, parce que le chat, il y a ce côté un peu indépendant aussi, tu vois, Ouais, finalement, ce chat ou toi, là, dans ce que tu dis, c'est euh, cette capacité à vouloir retomber sur tes pattes, à vouloir agir, être dans l'action finalement. Et ouais, quand toi, tu es OK, à pouvoir s'abandonner pour avoir le temps de ronron, ouais, quoi. On va ouais, dire ça comme ouais, ça. Mais c'est ouais, un peu comme j'aime bien. indépendant, quoi. Oui, oui, ça me parle beaucoup et j'aime bien cette notion d'indépendance. C'est vrai que j'ai un peu ça, ouais, j'aime bien pouvoir faire les choses, par moi-même et voilà et peut-être que ça vient aussi de mon éducation. Alors pas directement de mes parents, mais j'ai eu un peu une deuxième maman qui s'est beaucoup occupée de moi quand j'étais petite, qui s'appelait Isabelle Mhm. et qui me disait un truc que je trouvais dur à l'époque, mais m'est super utile finalement aujourd'hui. Elle me disait: «Débrouille-toi, débrouille-toi». Alors je me dis: Moi, j'ai bien envie d'être aidée quand même» et non, mais je crois, voilà, qu'elle m'a vraiment encouragée à pouvoir faire les choses par moi-même et que c'est une grande force, dans la Mhm. vie.
Il y a un côté, finalement, dans le débrouille-toi, le côté responsabilisant, quoi, finalement, Ouais. et puis une Et la forme aussi de confiance. confiance et c'est ça que j'allais Ouais. dire, une forme de confiance aussi parce que si on te Mm. dit: «Débrouille-toi», il y a, bah, débrouille-toi, tu as les capacités de pouvoir le faire donc effectivement, avec Ouais. toutes les facettes dont que tu nous as partagées là, Ouais. j'imagine que ce débrouille-toi te sert pas mal Ouais. aujourd'hui, quoi, Ouais. on peut dire. Ouais. Et tu vois, c'est la première fois que je parle de ça, j'ai l'épisode, enfin, j'ai vraiment ces souvenirs-là très, très Mmh. vifs en moi. Et elle s'appelle Isabelle et peut-être qu'elle écoutera, donc je lui fais un clin d'œil, vraiment très Super. affectueux. Voilà. Eh bien, écoute, le propos du podcast, Ida, c'est justement, bah, là, comme tu es déjà dans tes souvenirs, je te propose de continuer et sans transition, j'ai presque envie de dire, de pouvoir raconter ton histoire. Le propos du podcast, c'est justement d'écouter les histoires uniques et singulières des invités. Tu la Mmh. commences où tu veux, tu en dis ce que tu Waouh! veux et tu la termines où tu veux et on a le temps. Mmh. OK. Mmh. OK, OK. Alors au XVIIIe siècle, non, est née mon Direct. arrière-grand-mère. Non, je La tienne je d'histoire, mais quand je même. plaisante. Ah oui, mais parfois, tu sais, c'est du transgénérationnel. C'est Non, vrai, c'est vrai. je dis ça un peu en plaisantant, mais parce que je me suis rendu compte, notamment l'année dernière, qu'il y avait vraiment une lignée de femmes très présentes dans leur vie et dans leur prise de décision dans ma famille. Mmh. Mmh Et mh, donc, mmh. je pense en effet que je viens pas de nulle part et que je viens de là. Donc, sans Commence au remonter au XVIIIe XVIIIe siècle siècle, alors, vas-y, si tu veux. sans remonter au XVIIIe siècle, je trouve ça hyper intéressant d'aller Mmh. explorer d'où on vient dans son histoire familiale. Et parfois, on n'a pas toujours les récits. Et ça peut être vachement intéressant d'aller chercher. Et voilà. Alors, passons cette parenthèse. Je suis née à Paris. Mmh. Euh, au départ, ouais, je suis une petite Parisienne qui vit dans une famille où il y a déjà un peu du mélange. Heu, j'ai un papa qui a des origines italiennes, heu j'ai une maman qui est française, de France, voilà, du plus loin qu'on s'en souvienne en tout cas, voilà, on est de là. Et du coup, mon père ne parle pas italien et tout ça, mais il y a cette histoire quand même de l'immigration dans ma famille et un grand-père qui est parti d'Italie quand il avait 4 ans dans un sidecar avec son père communiste qui fuyait l'armée mussolinienne, enfin la milice mussolinienne Mmh mh, en mmh. 1930, quoi. Voilà. Et donc, ils arrivent en Belgique donc, pour se protéger de tout ça. Et voilà. Donc, il y a déjà une histoire familiale un peu de mixité, Mmh. de mixité sociale aussi, parce que ma mère est plutôt d'un milieu bourgeois du côté de ma grand-mère et ouvrier du côté de mon grand-père, mais qui s'est émancipé par les études. Et là, je vais revenir aux femmes et à mon arrière-grand-mère. Donc, on n'est pas au XVIIIe siècle, hein, mais on est au début du XXe. Mmh. Mon arrière-grand-mère décide d'avoir un seul enfant. Donc, il faut quand même considérer ce que ça veut dire à l'époque, Mmh. C'est rare, ouais. d'aller voir son mari et de dire, dans un milieu assez populaire, dire, écoute, voilà, nous, on aura un enfant et je veux que mon enfant fasse des études. Donc voilà, on comprend vite ce que ça veut dire au niveau de de la vie de couple et de la vie de femme à cette époque-là. Et en effet, bah, mon grand-père, qui du coup a été très choyé par sa mère, par sa marraine, par les cousines et tout ça, est devenu médecin. Et comme ça, il rencontre ma grand-mère. Ils sont médecins tous les deux. Ma grand-mère est médecin aussi dans les années 40, donc une des seules femmes de l'époque à être dans un amphithéâtre de médecine. Et ils ont ma mère qui deviendra avocate et puis après qui a eu 1000 métiers. Donc voilà, je viens un peu de ça, de cette espèce de Mmh. mélange et que j'ai perduré puisque je me suis mariée après avec un franco-tunisien. Je suis chrétienne, il est musulman. On vit maintenant voilà, on va dire un, un petit tiers de l'année en Tunisie et le reste du temps en France. Mais voilà, c'est peut-être ça que j'ai envie de mettre en lumière là. Ce qui me vient en tout cas, c'est cette espèce de mélange et de diversité. Mmh. Je reviens aux différentes facettes hein, qui s'expriment à travers moi, différents milieux sociaux, différents milieux culturels, différentes religions.
et qui n'a pas été si facile que ça. Là, j'en parle un peu plus avec de la facilité, mais avant de pouvoir l'exprimer comme ça, il y a un moment où je me suis un peu perdue là-dedans, quoi. Je ne savais plus, mais je suis qui en fait? Et de se Mmh. dire, bah, en fait, c'est OK, tu es tout ça. Tu es cette diversité-là. C'est pas grave si Mmh. tu peux pas te définir en disant, je fais partie de telle catégorie sociale, je fais partie de tel cercle religieux, de tel. Non, bah, en fait, c'est tout ça et c'est OK en fait. Voilà. Mais ça a été un cheminement pour Mmh. l'intégrer. Oui, il y a vraiment cette, enfin là, ce qui me vient, c'est l'image d'ailleurs, c'est le propos aussi tu sais, de cette phase de divergence et puis de se Mmh. retrouver dans une phase de, on dit, divergence et convergence, hein. Ouais. Donc mais d'abord dans une phase très quelque part qui peut être un peu déstabilisante comme tu dis, où tu as plein de facettes où c'est un peu comme c'est l'image qui me vient là maintenant aussi, c'est, un puzzle avec plein de pièces, Ouais. différentes, tu vois pas trop comment les assembler et en plus de ça, on te demande de prendre position généralement dans la société, c'est tu es pour un camp ou tu es pour un l'autre ou enfin tu dois te positionner quoi, tu peux pas être bourgeois, ouvrier, noble, tu vois? Il y Mmh. a comme un Mmh. truc, Mmh. non, c'est pas possible du Bah, tout. ouais, et pourtant, Et c'est pourtant ce ça existe, que c'est ce que exactement. beaucoup d'entre nous portent en eux, dans leur C'est ça. histoire, familiale Mmh. et ouais, du coup, je pense que c'est pour ça aussi alors, tu vois, on a démarré avec le transgénérationnel, je ne savais pas du tout que j'allais aller sur ce terrain-là, mais je pense que c'est aussi pour ça que c'est intéressant de se réapproprier son histoire familiale et d'aller la connaître si on ne la connaît pas et parfois, il Mmh. faut faire des recherches, hein, mais pour comprendre pourquoi parfois on se sent pas bien, on se sent pas bien nulle part, en fait, on a l'impression d'appartenir à aucun groupe. Bah, parce que parfois on porte tous les groupes à l'intérieur de soi. Donc, ouais, enfin, moi, avoir un arrière-grand-père communiste et avoir une partie de ma famille qui était plutôt dans les Chouans, je pense, tu vois, au Mmh mh. XVIIIe siècle, pour le coup, je vais quand même y revenir au XVIIIe siècle, mais tu vois, pendant la Révolution française, bon, bah, c'est un grand écart quand même, tu vois. Mmh. Et donc, bah, OK, bah oui, 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 on peut. C'est OK, c'est OK d'avoir tout ça en soi. Toute cette diversité finalement en soi et ça fait vraiment écho, tu vois, avec, tu parlais des différentes facettes, mais c'est comme sur un diamant. Le diamant, enfin, il a différentes facettes, Mmh. mais toutes les facettes font partie du diamant, quoi, quelque part. Il n'y a Ouais, pas quelque part à dissocier, dire: «Ah non, il va falloir que je prenne position, je ne peux exprimer qu'un côté ou pas». ouais, Cette notion aussi qui doit te parler de mettre des «et» au lieu de mettre des «ou». oui. Bon alors, tu es ou ça ou ça et dans tout ce que dans ta présentation là que tu nous as faite aussi, de manière, succincte, il y a aussi cette dimension finalement de, tous les, tu parlais de facettes ou tous les rôles. Moi, c'est le mot qui me vient aussi, tous les rôles, Mmh, tu disais de femme mmh, professionnelle, psy, coach, maman et cetera et cetera. Finalement, c'est ça, c'est comment est-ce que, bah, toi, dans ton parcours, tu disais que ça avait été difficile justement d'arriver à rassembler toutes ces parts. Quel a été quelque part le je vais dire le déclencheur déjà aussi, déjà pour se rendre compte, tu vois? Il y a plein de personnes qui mmh. sont ils savent pas qui ils sont, mais limite, ils sont dans un sommeil, c'est pas grave. C'est pas une question existentielle qui va les turlupiner tout de suite, Oui. jusqu'au moment où il y a un déclencheur. Est-ce que toi, tu as expérimenté ça Mmh, aussi, à un moment, un déclencheur, quelque mmh, chose qui a fait que tu t'es dit: «Bon, OK, là, je vais me poser, qu'est-ce qui se passe là? C'est qui je mmh. suis?» puisque Ouais, c'est ce que tu disais que tu avais, traversé. ouais. Je pense que à plusieurs moments, sur Mmh. les, allez, on va dire sur les 20-25 dernières années, à plusieurs moments et à différents niveaux. Ça je pense que la question, elle s'est d'abord exprimée au moment du choix de mes études. Mmh. Parce Ouais, qu'il y souvent. avait il y avait un truc de quand même d'une espèce de pression inconsciente familiale, hein, autour de, en gros, dans ma famille, enfin en tout cas du côté de ma mère, pour ma mère, c'était assez clair, soit on fait du droit, soit on fait médecine, voilà. Mmh. Donc je sais qu'à cette époque-là, il y a eu un peu pour moi une difficulté à aller tracer un chemin parce que, bah, ça me disait trop rien en fait. Mais du coup, qui je suis à ce moment-là, de quoi j'ai envie, c'était compliqué de l'exprimer. Mmh. Mmh. Donc j'ai fait un truc très bien, je mets ça avec 10 guillemets évidemment. Je suis allée en droit, j'ai fait 15 jours et j'ai dit: «Ça va pas être possible». Mmh. Du coup, je suis allée bosser pendant un an après le bac. J'ai été caissière à CA au CA de Montparnasse pendant un an, et ce qui a été une expérience, hyper importante pour moi. Mmh. Et puis, bah, comme il y avait médecine, c'était l'autre option, bah, j'ai fait médecine après. Donc voilà et puis, je me suis enfermée pendant 2 ans avec mes cours, mes cahiers et mes formules de maths sur les murs
et j'ai échoué. Voilà. Mmh. Et donc, ça étant fait, j'ai commencé à pouvoir dire, ben, je crois qu'il y a quand même des choses qui m'intéressent et qui avaient déjà vu le jour quand j'étais au lycée, la philo, la psycho, tout ça, tout ça. Donc, j'aurais pu faire une fac de philo, j'aurais pu faire philo et psycho, et donc, finalement, j'ai fait psycho. Mmh. Et là, je suis partie dans mes études. Donc voilà, après ce moment un peu d'errance, dans un moment de choix assez Ouais, choix de critique, carrière, hein. on va dire Bah quelque ouais, part, hein, professionnel. Mmh. voilà. Donc il y a eu cette question, en effet, qui je suis, qui s'est exprimée à ce moment-là et qui a pas été une période vraiment difficile, hein. Enfin, notamment Mmh. quand j'étais dans mon studio à faire médecine pendant 2 ans et que je ne suis pas sortie, je travaillais beaucoup et je réussissais pas parce que je n'y arrivais pas. Mmh mh, mmh. Bon, c'était dur. C'était vraiment un tunnel, C'est un ça, tunnel ouais. Ouais, assez, ouais, voilà. ouais. Mais duquel j'ai sorti aussi beaucoup d'avantages, mais voilà, un moment difficile. Et puis après, je dirais que bon, après, voilà, il y a eu une continuité pendant 10-15 ans, et puis il y a eu la naissance des enfants. Et Mmh. le fait d'être confrontée à la maternité et à la contrainte de la maternité, en tout cas moi je l'ai vécu et je peux le vivre encore comme ça, qui a réveillé chez moi un sentiment d'empêchement, et du coup de colère, Mmh. où je me suis dit: «Soit tu bosses sur toi, soit ça va mal tourner ton histoire là. Mmh mh, Ça va mmh. mal tourner pour toi, ça va mal tourner pour l'éducation de tes enfants, ça va mal tourner pour ton couple, par ricochet peut-être pour ton travail, et cetera». Donc là, c'est maintenant là qu'il faut aller se regarder dans la C'est ça. glace. Et ça, tu l'as eu, au Et premier dès la première naissance, ou c'est venu, plus tard? mmh, Ou c'était je d'emblée dès la je première dirais maternité, quoi? que, Mmh. ben, un peu comme, j'ai envie de dire comme tout le monde, mais là aussi je mets des guillemets, j'ai attendu. J'ai Mmh. attendu que ce soit un peu critique quand même. Mmh. Donc, il y a eu un moment, très dense en fait pour moi entre 2009 et 2012 où, je bossais, je faisais ma thèse et j'ai eu mes 2 premières filles qui ont 16 mois d'écart. OK. Donc là, j'étais en mode, faut y aller quoi, hein, je suis dans le je Dans suis le dans le faire, ouais, c'est ça, il y avait pas de ouais, réflexion, quoi, là, là, ce c'est qui me vient, c'est pas un tunnel, c'est plutôt un couloir, tu sais, de sprint, mmh. voilà, ou de marathon, tu vois? Yes, Et ouais, je vois. ben, Mmh. on y va quoi, pou, 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 et ouais. Et après il y a eu 2012, donc j'avais soutenu ma thèse, j'avais un nouveau job, mes 2 filles, avaient 1 an et 2 ans et demi. Et là, pendant 1 an, ben, je bossais, je bossais, je bossais, et le soir, je rentrais chez moi et à partir de 8h30 à peu près, je voulais plus qu'on me parle. Comme je faisais du recrutement en plus, donc j'entendais des gens parler toute la journée. Mmh. Donc je voulais voilà, je voulais plus qu'on me parle, je voulais plus parler, je voulais plus rien. Et je me couchais, je regardais un film, si le film parlait des mamans, je pleurais, et j'ai fait ça pendant 1 an à peu près. Mmh. Voilà. Et puis après 2013, j'ai eu voilà, on avait un projet familial, on savait déjà qu'on voulait 4 enfants avec mon mari très, très, très vite en fait. Mmh. Donc 2013, projet de bébé, Naël naît en 2014. Je suis plutôt bien épanouie au travail, donc voilà. Et puis je considère que finalement avoir des difficultés avec l'éducation, ça fait partie de la vie quoi, et que, bah, c'est pas marrant mais c'est comme ça. Et Mmh puis ça se mh. complexifie, ça se complexifie, ça se complexifie jusqu'en 2016 où là, en fait, ben, ça va pas. Ça va pas. Je suis en colère contre mes enfants, donc voilà, donc j'ai laissé un peu filer, un peu la poussière sous le tapis. Ouais, ouais. J'ai mis un peu de poussière sous le tapis pendant 2 ans, 3 ans, et puis à un moment donné où, bah, quand le ménage il est pas fait pendant longtemps quand même ça sort, quoi. Voilà, donc 2016, là, je réengage du coup un travail personnel. Mmh. Et Nora est née en 2017, donc dans un environnement qui était pas parfait, parce qu'il y a pas de perfection et tout ça, mais qui était quand même beaucoup plus apaisé, Mmh. et qui a bénéficié de tout ce travail-là, on va dire. Voilà. Ouais, donc il y a vraiment eu, quelque part, en fait, je trouve ça intéressant parce que, bah, cette notion, tu sais, on parlait des rôles tout à l'heure, Mmh. et ben, tu disais aussi par rapport aux femmes de ta lignée, ça, ils ont toutes été un peu précurseurs dans leur manière de gérer leur rôle de femme ou d'épouse, j'ai presque envie Mmh. de dire, parce que bon, Mmh. bah, si on revient à l'époque, je veux dire, il y avait, enfin, comme tu le disais à juste titre, là, c'est ta grand-mère donc qui dit, bah: «Je veux avoir qu'un seul enfant». Hem,
bah oui, comme tu dis, à l'époque, c'était pas dans les mœurs, on va dire ça comme ça. Mmh. Et aujourd'hui, il y a encore cet héritage-là, j'ai l'impression, en tout cas, beaucoup de femmes, on est dans la vie active, et cetera, puis arrive le moment de la naissance de nos enfants. Tu parles de contraintes, il y a certaines femmes pour qui c'est pas du tout des contraintes et c'est leur raison de vivre et c'est, le kiff absolu. Et je trouve ça hyper intéressant du coup que tu amènes ce sujet-là parce que je trouve que c'est un sujet assez tabou. À une époque, j'ai commencé à accompagner des mamans, justement qui étaient un peu en colère contre leurs enfants et ça ressortait mais tout le temps ce truc de: «Ouais, mais tu vois, en fait, j'ai pas le droit de dire ouvertement que» enfin, il y a eu de la Mmh. honte sur le fait Mmh. de dire: «Ben, j'aime mes enfants, mais j'ai pas plaisir à passer du temps avec, en fait. Ouais, Je veux dire, j'aime mes enfants, mais je préfère travailler». ouais. Et ça, c'est normal qu'un père dise ça, mais il y a comme une stigmatisation de la mère quand la mère, ben, du coup, est dans cette dynamique-là de dire: «Ouais, ben, en fait, moi, la fibre maternelle, elle s'est pas déclenchée avec moi» et il y a de la culpabilité, de la honte et tout ça. Ouais et c'est ouais et en plus, alors c'est vachement ça me parle vachement, hein, ce que tu dis là et en plus, tu vois, tu as dit: «J'aime mes enfants, mais je préfère travailler» et je crois que là où on a l'habitude de le dire comme ça, alors que ça, c'est vraiment un truc qui s'est forgé pour moi ces dernières années, hein. Moi, c'est: Mmh. «J'aime mes enfants, point barre». En fait, il y a rien d'autre à dire. C'est Je ça. c'est C'est ouais. et la fonction maternelle n'est pas l'essence de ma vie, Mmh mh. Mmh. d'accord? Et donc, hem, à certaines choses qui relèvent de la fonction maternelle parce que c'est comme ça qu'on l'a construit, mais ça reste une construction, de notre humanité. On pourrait très Mmh bien mh. déconstruire et construire autre chose. Mmh mh. Mmh. Hem et ben, du coup, ça relève de notre action en tant que mère, en tant que voilà. Et moi, je ne crois pas que tout relève de notre action. Et donc, en effet, par rapport à certaines actions qui, soi-disant, relèveraient de nous, et ben moi, là, je préfère aller travailler. Et tu vois, mais c'est pas en opposition avec l'amour que je porte Ouais, pour ouais, mes ouais. enfants. Mmh mh. Mmh mh. Mmh. C'est en opposition avec ce que le fait d'avoir des enfants nous donne comme rôle attribué. Et ça, je crois que c'est Elisabeth Badinter qui a mis la première, hein, le pavé dans la mare avec ça en 81, quand elle a écrit, quand elle a écrit L'amour en plus. C'est le livre dans lequel elle dit qu'il n'y a pas d'instinct maternel. Alors là, tout le monde lui est tombé dessus: «Mais comment ça? Nanana». Bah, les femmes qui n'ont pas ressenti ça et qui ont culpabilisé de ne pas Mmh. ressentir l'amour absolu quand, cet enfant s'est posé sur leur ventre à la naissance, bah, elles le savent très, très bien ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'instinct maternel. Mmh Et mh. ça ne veut pas dire qu'elles n'aiment pas leur enfant. Et Mmh. quand bien même elles n'aimeraient pas leur enfant, je vais peut-être moi aussi là te mettre un pavé dans la mare, mais ça existe aussi. Et on a le Mmh mh. droit d'accueillir ça aussi. Mmh mh. Voilà. Mmh mh. Et ça, c'est pas facile à entendre, Mais c'est mais vraiment le questionnement. il Tu parlais des faut fonctions, hein, c'est vraiment ça, c'est d'aller, moi, il y a un peu c'est défier cette notion de défier les conventions, mais parce que, bah, déjà le monde évolue, le monde change, le rôle de la femme dont tu parlais, ben, n'est plus le même. Mais il y a mmh, quand même certains endroits où il y a, comme tu disais, des fonctions qui sont attendues quelque part. Alors que, bah, oui, OK, il y a besoin de s'occuper, on va dire, de prendre soin d'enfants et cetera, mais est-ce que ça doit forcément être, la fonction uniquement occupée par, la mère? Est-ce que le père du coup aussi? Parce que de la même manière, mmh, les papas qui s'occupent de leurs enfants, qui restent à la maison pendant que madame travaille, au regard de la société, c'est tu vois, c'est quand même c'est original. déconcertant. Voilà, c'est original, exactement, c'est C'est marginal encore même. original. Ouais, C'est c'est encore encore original. original, alors que, bah, fondamentalement, un couple ou des parents, ben, quand on parle d'éducation, bah, on peut choisir l'éducation qu'on a envie de donner à nos enfants, les Oui, modèles qu'on a envie de donner à ses enfants et tout ça et c'est encore quelque chose qui est très, ouais, comme oui. tu disais, tabou quelque part. La mère, le père, la communauté, parce que, bah, il y a, nos enfants, ils peuvent être Aussi, aussi, bien chez une sûr. assistante maternelle, à la crèche, ils ont plus tard, des instituteurs et des institutrices, plus tard des professeurs. Donc il y a tout un réseau social qui tourne autour de nos enfants et je trouve
trouve que c'est hyper important de donner de la valeur. Enfin, moi, en tout cas, mes enfants ont eu les deux, crèche et assistante maternelle. Je considérais que ce n'était pas un endroit où j'allais déposer mes enfants. J'ai toujours considéré que c'était un lieu de vie à eux et, et de valoriser ça aussi dans le langage, dans la manière dont on en parle. Quand on dépose son enfant la première fois à l'école en primaire, moi, ça me fait mal quand j'entends parfois, j'ai entendu une fois, oh bah finalement, il a peu besoin de nous, il est bien ici. Bah ouais. Et un peu avec un ton De de la part de surprise. un ton de la part de la maman, oui, c'est ça, un peu surprise, et puis un peu, oh bah mince, quoi, et moi là-dedans. Mais le fait qu'il soit bien à l'école n'enlève rien à votre relation. C'est merveilleux qu'il soit bien à l'école, et là encore, c'est du et que bah, toi, tu as ta relation de mère à enfant, et voilà. Et donc, valoriser tous ces espaces de rencontres et aussi de projection pour l'enfant, qui va projeter sur sa mère, mais qui va aussi projeter sur toutes les personnes qu'il va pouvoir Tous les côtoyer. adultes autour de son environnement, et ça va enrichir même sa carte Ouais. du monde à lui, de pouvoir voir, Et ok, oui, ben, il y a papa, il y a maman, et puis il y a tout le monde extérieur qui va avoir ouais, des réactions, des comportements, oui, des façons de voir le monde différentes. Ouais. ouais. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas besoin de maman, je suis en train de dire qu'on a Non, besoin d'attachement. c'est sûr. Euh, mais que finalement, plus on est tranquille avec l'idée que l'attachement, il est divers, Mhm. plus justement on rentre pas dans une relation où c'est moi, ta mère. Voilà, Mhm. eh ben, je crois qu'on donne aussi la possibilité du coup à l'enfant d'être attaché en sécurité à sa mère, mais d'être aussi attaché à plein d'autres figures qui font qu'il n'est jamais perdu finalement, et que du coup, adulte, bah, il sera pareil, jamais perdu et jamais seul. Ouais, Voilà, ouais, ouais. Mais il y à a se vraiment faire. cette dimension, ouais, à la fois en sécurité, parce que attaché, parce que on a tous besoin d'un cadre de référence. Enfin, il y a la théorie de l'attachement et tout ça, donc on va Mmh. pas diverger là-dessus, mais c'est vraiment cette notion d'avoir la sécurité quelque part intérieure qui est construite et qui est là. Voilà, Et la liberté, parce que je trouve que c'est les deux. En fait, c'est parce que je me sens en sécurité que j'ai la liberté de pouvoir explorer le monde et d'être en sécurité en voilà, explorant le monde extérieur, finalement. voilà. Ce qu'on a un peu besoin pour l'avenir, pour demain, enfin, je veux dire, on a besoin d'enfants qui soient dans cette sécurité intérieure et dans cette curiosité du monde extérieur, en tout cas. Ouais. Ouais, ouais. Donc, et par rapport à, justement, tu vois, là, on parlait du rôle de maman, mais comment, on est toutes les deux femmes Mmh. entrepreneurs, du coup, j'aimerais bien aussi que tu me dises, ben, toi, comment ça s'est manifesté, ou comment est-ce que tu as composé justement avec ça? Parce que tu disais, ben voilà, que tu as eu des enfants de manière suivie en 2009-2012. Donc là, tu as, Mmh, tes deux filles. Puis mmh, ben, tu as 2013, 2016, enfin 2017. mmh, mmh, Et dans toutes ces maternités-là, mmh. t'étais déjà dans une démarche entrepreneuriale, ou quels étaient tes challenges du moment au niveau professionnel à ce moment-là? Comment tu as concilié les deux? J'étais salariée quand j'ai eu mes enfants, avec Mhm. un boulot qui à responsabilité, qui me prenait beaucoup de temps, où j'avais aussi beaucoup de transport, puisque Mm. pendant 15 ans, j'ai travaillé à 1 heure et demie de chez moi, donc 3 heures par jour dans les transports en commun pendant 15 ans. Je fais le calcul un jour, ça fait une année pleine, jour et nuit, dans le RER. Il ne faut pas C'est faire ce ça. genre de calcul. Il faut pas faire ce genre de C'est ça. calcul. Pourquoi tu as fait ce Mais calcul-là? j'ai Ce genre. écouté beaucoup de musique, j'ai lu beaucoup Ouais, de livres, j'ai entendu beaucoup de podcasts, j'ai fait beaucoup de méditation, donc finalement, ça va. c'est ça. Mais ouais, c'est quand même intéressant de voilà. Et alors, bon, d'abord, j'ai eu la chance d'être en bonne santé globalement. Mhm. J'ai pas eu besoin d'être arrêtée, sauf un peu à la fin, là, quand je poussais un peu justement avec les transports et tout. Mais globalement, j'ai eu des grossesses plutôt faciles, on va dire. Donc ça, c'est une chance, le corps, hein, Mhm. bon, voilà, Mhm. qui m'a rendu ce service. Donc merci mon corps. Et après, bah, j'avais très envie de travailler, c'est-à-dire que moi, enfin, j'aimais vraiment ce que je faisais. Donc, du coup, pour moi, c'était pas du tout questionnant de conjuguer ça tant que j'étais enceinte, C'est etc. ça. Après, quand, Mhm. quand les enfants sont nés, bah, il y a eu des congés maternité. Donc, Kara, j'ai eu un congé maternité, ce qui était relativement court, puisque le premier, c'est 2 mois et demi, si mon souvenir est bon. Ça m'allait.
C'était bon. Je savais pas. Voilà, donc j'ai repris le travail au bout de 2 mois et demi. J'étais très contente de retourner au boulot, de voir mes collègues, voilà, de reprendre un travail intellectuel, etc. Et puis ma fille était bien au chaud, bien gardée, assistante maternelle, mamie et tout ça. Donc voilà, c'était bien placé. Et mon mari aussi qui était assez présent. Et puis après, j'ai eu Elissa. Et Elissa, alors ça a été un petit peu différent parce que je finissais mon contrat de recherche à Air France à l'époque. Et donc, je savais qu'à la naissance d'Elissa, mon contrat se terminait. Donc, j'étais en congé maternité en même temps que mon contrat se terminait. Ok. Et donc, j'avais envisagé le congé maternité, mais je n'avais pas envisagé de pause professionnelle à l'issue. Donc, moi, ce que j'avais fait, c'est qu'avant de partir d'Air France, j'avais activé tout mon réseau professionnel, ce qui fait que Elissa est née le 8 janvier 2011 et le 15 janvier, j'avais un coup de fil de la SNCF pour un poste pour manager un service de recrutement. Et voilà, donc OK. Voilà, voilà, donc j'ai dit OK. Et le 1er février, j'ai passé les, les Les entretiens, les différents entretiens. les tests, les machins, les trucs. Bon, ça s'est très bien passé. Et là, j'ai fait un truc qui, après coup, voilà, s'il y avait un truc que je referais différemment, mais c'est impossible, en fait, de le Ouais. refaire différemment parce que c'est comme si j'avais eu à l'époque tout ce que j'ai appris ces 15 dernières années. Donc, par définition, je ne l'avais pas, donc j'ai bien fait ce que j'ai pu. Et en fait, donc du coup, à l'époque, j'ai pas du tout osé dire, bah, écoutez, moi, mon congé maternité finit le 1er avril. Est-ce qu'on peut signer la promesse d'embauche au 1er avril? Et en fait, j'avais tellement peur que le poste me passe sous le nez et que c'était vraiment ce poste, c'était celui que je voulais à ce moment-là, quoi. Que j'ai dit, bah, j'arrive, 1er mars, 1er mars, quoi. Ok. Et donc, j'ai démarré le 1er mars et Elissa avait 7 semaines, donc quand même petit, quoi. C'est ça. Et voilà, donc, encore une fois, je n'avais pas les connaissances à l'époque pour pouvoir faire cette négociation-là et cette coopération-là avec mon futur employeur. J'avais trop peur, en fait. Donc, guidée par la peur, j'ai démarré le 1er mars. Bon, ça s'est bien passé, mais je me suis quand même infligé, je pense, à l'époque, quelque chose qui n'a pas été simple. J'allaitais, donc je tirais mon lait dans les toilettes. J'osais pas dire que... J'osais pas parler. Les gens savaient que j'avais un bébé tout petit, mais j'osais pas en parler parce que je me disais, je veux pas qu'ils se fassent une idée de moi de bah, est-ce qu'elle est vraiment au taquet, quoi, du coup, pour le poste, parce que si elle a un bébé de 7 semaines à la maison, ça doit quand même, elle ne doit pas dormir, etc. Donc, j'ai parlé de rien, je ne parlais de rien, j'étais là, j'assurais, il y avait les résultats, et c'est tout. Mais voilà, je pense que je me suis infligé un truc un peu dur quand même. Et donc, s'il y a des jeunes mamans qui m'écoutent, autre chose est possible, et voilà, il faut en parler de ça. Voilà, il faut en parler, mais il faut aussi être formé du coup, parce que c'est pas si simple d'avoir ce genre de discussion avec son Ouais, chef, c'est ça. avec ses collègues, avec son équipe. C'est pas si simple que ça. Donc, voilà, ça nécessite parfois d'être accompagné pour pouvoir le faire. Donc, bon, j'ai fait comme j'ai pu, j'ai un peu serré les dents. J'ai soutenu ma thèse dans la foulée, en fait. Et voilà. Donc là, j'ai un peu conjugué tout. Je dirais qu'il y a un truc, les enfants comprennent un peu aussi ce qui se passe. Hein. Quand je soutenais ma thèse, quand je finissais de préparer ma thèse, il y avait un bazar pas possible dans mon salon, parce que je rassemblais tous les derniers documents, les derniers articles et tout ça. Donc, il y avait des papiers partout par terre. Et Kéra, qui était l'aînée et qui avait 2 ans à peine, hein, 2 ans et demi, ouais, 2 ans et demi, bah, quand elle rentrait à la maison, elle savait que c'était un mètre carré. Là, il y avait 5 mètres carrés dans lesquels elle Elle n'avait pas pouvait le pas droit de... marcher, quoi. Voilà, mais je n'avais pas dressé des barricades pour que ce soit... mais il y avait un truc de l'ordre, je pense, du fait que chez moi, c'était tellement intégré que cet endroit-là, il était interdit, que je pense que le message est passé, même voilà, sans que j'aie vraiment à le formuler. Et du coup, Kéra pointait du doigt en regardant l'endroit où je bossais, et elle disait « Maman, école ». L'école de maman, c'est là. Trop bien. Maman, école. Donc ça, c'était vraiment incroyable. Mm. Et voilà, et après, bah, je répartissais mon temps entre, bah, je travaillais, puis quand je ne travaillais pas, bah, j'étais avec elle. Moi, j'ai beaucoup été avec mes enfants, surtout le samedi, le dimanche. Parce qu'en plus, mon mari a toujours eu des trucs à faire le week-end. Il est passionné de football, machin, tout ça. Donc voilà, il avait ses matchs, il avait ses trucs, ses bidules. Donc moi, j'étais beaucoup avec mes enfants seuls, finalement, le week-end. Et voilà, le temps s'est réparti comme ça pendant plusieurs années, où je les emmenais au conservatoire.
Euh, Comme je voulais pas patienter au conservatoire sur un banc, bah, je me suis dit, tiens, pourquoi je reprendrais pas le violon? Et j'ai repris le violon. Donc, du coup, je faisais mon cours de violon pendant que ma fille faisait son cours d'initiation musicale. Et puis, voilà, quoi, j'ai un peu navigué comme ça pendant plusieurs années et j'ai pas été toujours hyper présente, mais c'était une volonté de ma part aussi, quoi. Mmh. Une Et volonté de ma part aussi. ce qui m'intéresse aussi dans ce que tu dis là, Ida, c'est qu'en fait, il y avait comme un temps pour tout quelque part. Et Mmh, mmh, justement, dans le temps pour tout, donc il y a le temps pour, de qualité avec tes enfants. On n'est pas sur la quantité, mais sur la mmh, qualité. Comme tu disais, tu étais en moment privilégié, on va dire ça comme ça, si je reprends un peu mmh. les termes de Gary Chapman. Mais cette notion d'être vraiment avec eux et de leur permettre d'expérimenter des choses, etc. Et en même temps, une question qui me vient, c'est comment est-ce que toi, tu te ressourçais à ce moment-là? Parce que tu menais tout de front. Ouais, bah, Euh, justement, je pense mmh, que c'est hyper intéressant cette notion que tu amènes là, c'est ce temps pour tout. Et quand justement ce temps pour tout n'est pas totalement conscientisé et organisé, mmh. bah, c'est là peut-être qu'il y a justement Des des, des, dérives. des- des- des failles, quoi. Et je pense qu'en effet, moi, il y a une période où ce temps pour elle était un temps de contrainte et moins un temps de qualité qu'un temps Mmh de, mh, mmh. tu vois, qu'un temps de contrainte. Et que ça a glissé finalement comme ça jusqu'à cette époque dont je parlais, Oui. 2016, et que bah, là, il y avait besoin justement de réajuster. Donc, OK, quand je suis avec elle et lui, puisqu'après, il y a une à elle, euh, OK, et si c'est 1 heure plutôt que 3, bah, c'est 1 heure. Et il vaut mieux que ce soit 1 heure et c'est Mmh. chouette que 3. Et moi, je finis avec les cheveux hérissés sur la tête et c'est n'importe quoi. Mmh mh. Donc, voilà, parce que je voudrais pas que les auditeurs pensent que je suis super maman, qui a su vachement bien su mettre en place les temps de qualité et tout. Non, non, il y a eu des temps pas du tout de qualité. Non, mais tu as eu une phase Et d'apprentissage quelque part. En fait, c'est ah ça, c'est ouais, ce que tu partageais oui, avec l'accumulation, tu vois, tu disais, voilà, il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de colère et tout ça. Tu disais en 2016, ça a été vraiment le moment charnière où finalement ouais, d'ailleurs, tu disais que tu avais ouais, entamé un travail pour permettre du coup, complètement. quand, voilà, en 2017, du coup, c'est ta petite dernière Mm, qui est née. Tu mm, disais, là, le climat était plus apaisé. Du coup, c'est qu'est-ce que tu as mis en place? Quelle a été mm. la différence, qui a fait la différence, Ouais, ouais. entre 2016 et 2017, d'après toi, pour les mamans qui nous écoutent, voilà, que ça peut. 2016, 2017 et jusqu'à maintenant, parce que Ouais. bah, Oui. les enfants traversent aussi des phases qui sont différentes, donc c'est un réajustement en permanence. Là maintenant, mes Mmh. 2 aînés, elles sont ados. Mon petit garçon, il est en milieu de primaire. La petite, elle est en fin de maternelle. Donc, c'est chaque étape a son Mmh mh. truc. Moi, je découvre pas l'adolescence parce que, en fait, en vrai, je me sens hyper proche d'elle. C'est-à-dire que je me rappelle hyper bien de mes 14 ans. Donc, Ça te voilà, ça vient ça bien te me rappelle, chercher. Je me rappelle tellement, 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 tellement bien. Mais en même temps, bah voilà, je ne suis pas non plus à mes 14 ans, j'ai un peu plus. Et donc, je vis, enfin, je vis du coup ce que c'est que d'avoir des enfants de 12, 13, 14 ans. Et, c'est et, et ça. ça, c'est pour le coup, c'est nouveau pour moi. C'est très, très nouveau. Donc, c'est un réajustement en permanence. Mais, et donc, voilà, donc du coup, c'est pas parfait. Voilà, il y a encore des temps qui ne sont pas des temps de qualité. Euh, mais je dirais que cette différence qui fait la différence, c'est que j'en sais un petit peu plus. Enfin, voilà, j'arrive à réajuster un peu plus que ce que je pouvais faire à l'époque. Et donc, ce qui a fait la différence, bah, c'est clairement un travail personnel, recomprendre pourquoi ça pouvait me stimuler autant à certains moments, Mmh mh. la relation avec mes enfants, euh, de quoi j'avais besoin, respecter ses besoins, prendre certaines décisions, changer certaines modalités que ce soit dans le travail, que ce soit dans notre manière de vivre, que ce soit dans l'environnement dans lequel on vivait. On a déménagé, il y a 2 ans et demi. Mmh mh. Voilà, plein de réajustements finalement, pas à pas. Et c'est vraiment pas à pas, j'insiste, parce que ça se fait pas enfin, en tout cas pour moi, ça s'est pas fait du tout du jour au lendemain. Et, ouais, et se faire accompagner. J'ai suivi des stages en parentalité. J'ai des copines qui sont formatrices de parentalité. Alors, on a eu l'occasion de bien discuter.
j'ai repris une psychanalyse il y a 6 ans, heu, j'ai été coachée, voilà, bon, bah, voilà, il y a pas de c'est du travail, quoi. C'est C'est un ça. peu comme quand on apprend les maths, il y a un moment donné, bah, faut apprendre sa leçon et après, il faut faire ses exercices et le jour du contrôle, bah, on y arrive plus ou moins bien, quoi. C'est ça. Oui, Bah, bah, oui, bien c'est sûr, pareil. c'est ça, c'est un apprentissage permanent, hein, surtout que la Ouais, parentalité, bon, c'est jamais acquis, comme tu dis aussi, des phases d'évolution. Nous, on évolue, nos enfants évoluent, donc il y a tout ça qui s'entremêle, si on revient avec cette dimension au tout départ où tu parlais de mélange, ben, oui, il y a aussi le mélange des âges, du coup, dans ce ouais. que tu vois, tu parlais de mélange, de milieux sociaux, tu parlais de mélange de religion, enfin, des différents Mmh. c'est multiculturel quoi, ou c'est Ouais, multifactoriel, c'est aussi. multifactoriel, ouais. C'est ça, dans l'accompagnement, de l'éducation de nos enfants, mais aussi ce que je trouve intéressant, c'est cette notion que tu amènes de pas à pas. On peut faire un travail sur soi et finalement mettre en application petit à petit, Ouais, moi j'aime bien dire qu'en coaching, quand on fait un coaching, des fois on est un peu, tu vois, ça change complètement notre, vision du monde. oui, Et on est un peu pris par, l'émulation de la révélation des fois et qu'on veut mettre 14 milliards de choses en ouais, place parce qu'on a tout compris et que, ouais, donc on veut tout mettre en place en même temps. Et ouais, c'est la meilleure des stratégies si vous nous écoutez pour, n'arriver à rien maintenir sur la durée. Et exactement. donc je trouvais ça intéressant ce que tu disais, le réajustement pas à pas et Ouais. tu as parlé en tout premier de ces notions de besoin. Mmh. Tout ça aussi, le temps pour tout, tu vois? Pour revenir à un temps pour tout, bah, il y a un temps pour soi aussi, Ouais, pour chacun en fait aussi. Parce qu'il y a bah, tes enfants ont aussi besoin d'un moment, avoir un espace à eux, pour toi, avoir un espace à toi, pour ton mari, d'avoir même un temps pour le couple, un temps pour les moments privilégiés, etc. Entre enfants, sans les parents, enfin bref, dans oui, tous les sens. Mais ça a besoin d'être finalement conscientisé. Donc je trouve ça vraiment bien aussi que tu me partages cette notion de, bah, se faire accompagner. Parce oui, qu'on a nos blessures à nous, qui font qu'on est déclenché, activé, enfin bref, qu'on surréagit par rapport de manière disproportionnée par rapport à nos enfants qui sont un peu comme des révélateurs de là où on a encore à grandir et à progresser. Mais ça, c'est pas un travail qui se fait tout seul, quoi. Et qui se fait pas non plus en un claquement de doigts, parce que tu non. parlais de réajustement pas à pas. Ouais, ouais, c'est vraiment une rencontre. C'est, c'est des prises de conscience. Parfois, en effet, un truc très ça peut être waouh, mais ça peut être aussi, ça peut être waouh, genre trop bien et puis ça peut être waouh, ça fait pleurer et en même temps, c'est les larmes de la profondeur, de qu'on Mmh. touche le bon endroit et c'est des larmes qui sont pas nécessairement agréables, mais dont on peut sentir que c'est profond, qu'on est vraiment Mmh. exactement là où c'est ça, en fait. C'est exactement cet endroit-là que je suis en train de découvrir et d'explorer et waouh, Mmh. quelle rencontre! Mmh. Un peu comme quand on n'a pas vu quelqu'un qu'on aime depuis longtemps et on se tombe dans les bras l'un de l'autre et on pleure parce qu'on est tellement content de se revoir. Donc c'est un peu ça peut être un peu ça. Et tu vois, sur Mmh. la notion de besoin, moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire besoin, quoi. Ouais. Mmh. Je suis un peu aussi, bah, dans ce milieu de femmes là que j'ai décrit, qui sont un peu des fonceuses et qui ont eu à aller aussi, bah, carrément avancer, sur des murs, hein. Enfin, je veux dire, Ouais, voilà, quand c'est le côté, sois fort quoi, bah, oui, faut enfin, vraiment y aller quoi. début du 20e siècle, je fais qu'un enfant, c'est quand même un truc où bon, on se pose là, quoi, hein. Et, et ma mère aussi, avocat dans les années 80, ça fait partie des premières femmes voilà, qui vont jusqu'à ces niveaux-là d'éducation, même si dans les années 80, ça commençait à être plus répandu, mais enfin, quand même, c'était pas encore non plus. Voilà. Et donc, la Mmh. notion de besoin, moi, je fais plutôt partie de ceux à qui on a dit oh là là, elle s'écoute trop. Donc, c'est pas, Mmh. voilà, Ouais, c'est. c'est pas une notion, comment dire, positive quoi. C'est limite, au Ouais, contraire, c'est plutôt, «Oh là là, oui, non, en fait, c'est un oui. frein quoi». Voilà, non, non, il faut y aller là, on avance. Donc moi, j'ai C'est ce ça. truc-là très fort et ça m'aide Mmh. beaucoup dans la vie, ça me permet de faire plein de trucs, mais du coup, il y a des fois, c'est un peu fatigant aussi, quoi. Mmh. Donc voilà, en effet, se réapproprier l'écoute de soi et qu'on a le droit aussi et que c'est pas: «Oh, elle s'écoute trop celle-là», mais que c'est: Mmh. «Bah ouais, j'écoute mes besoins, j'écoute où j'en suis, et du coup, je suis mieux avec moi et quand je suis mieux avec moi, bah, j'arrête d'embêter tout le monde aussi».
et ben, c'est pas mal, en fait, quand même. Hein. C'est ça. C'est une bonne stratégie quand même. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est ça, c'est Aussi, intéressant aussi. Ouais. pour soi, alors, et pour celles qui sont Mm. très inquiètes de devenir égoïstes avec ça, en fait, la bonne nouvelle, c'est que c'est bien pour soi et que du coup, ça devient bien pour les autres parce que on se met moins en colère, on est moins fâché, on est moins réclamant vis-à-vis des autres, on est Mm. moins à faire transpirer un truc qui ne va pas chez soi et que du coup, on fait transpirer à l'extérieur. Donc, c'est vachement important. Mais ça, moi, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas du Ouais, tout. c'est une dimension, moi j'aimais bien jouer sur ces mots-là d'égoïsme altruiste. Ouais. C'est d'inviter les mamans à devenir plus égoïstes ou égocentrées ou enfin tout ce Et qu'elles oui, peuvent mettre, mais tourner vers elles parce oui, qu'elles font partie du système. Et si elles-mêmes ne vont pas bien, enfin c'est pareil avec les parents, hein, peu ah importe, si oui, un élément du système n'est pas ah bien oui, en capacité de prendre soin de lui, équilibré, bah forcément, ça donne pas du tout les mêmes dynamiques de groupe, quoi. Ça donne pas du tout les mêmes types d'échanges, les mêmes types de relations, de qualité de relations. Donc ouais, et il y a tellement cette dimension, ça me parle beaucoup de l'écoute des besoins. mmh. Moi, je sais pas, mais plein de personnes qui me disent, mais enfin, c'est quoi mes besoins? J'en sais rien, moi, en fait. Qu'est-ce que tu veux dire par là, besoin? Bah, c'est dormir, manger, boire. Ok, mais Mmh. quel est ton besoin peut-être d'amusement? Quel est ton besoin peut-être Tu parlais tout à l'heure aussi de cette dimension que tu étais contente Mmh. après 2 mois et demi d'être retournée travailler pour le besoin intellectuel, de stimulation Mmh. intellectuelle. Mmh. Mmh. Euh, voilà, on a tous un peu le besoin de stimulation, même tout court, de vivre des expériences. Parfois, on a juste envie de se faire un bon resto ou n'importe quoi, mais on a tous Ouais. quelque part nos besoins ou nos valeurs Oui. qui vont nous donner de l'énergie. Et avec cette énergie-là, du coup, pouvoir être dans la relation à l'autre, quoi. Complètement, complètement, complètement. Et alors moi, un truc qui m'a super aidée, donc je disais que j'avais été accompagnée sous plein de formes différentes et tout, mais notamment en Mhm. parentalité. Enfin, c'était pas de la parentalité d'ailleurs, c'était un accompagnement sur la colère, hein, sur la gestion, sur la question de la colère. Et Noémie de Saint-Cernin, super, ça s'appelait Les Mhm. clés de la colère, quelque chose comme ça. Et donc, on parlait de parentalité parce que finalement, les femmes amenaient beaucoup ces sujets-là. Et un jour, elle dit, quand vous êtes à table, mangez en premier. Mhm. Alors, il y a beaucoup de femmes. Alors moi, j'entends ça, mais je dis, ah ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Oui, on peut manger. Mais oui, manger en premier. Alors, pourquoi elle disait ça? Elle disait, parce que si vous avez faim, vous êtes en crise d'hypoglycémie et que vous Mhm. attendez 22 heures pour dîner parce qu'en fait, il faut d'abord faire ceci, parce qu'il faut nana, parce qu'il faut débarrasser, parce qu'il faut passer le coup de balai, parce qu'il faut coucher ses enfants, parce que nana. Elle dit, c'est normal que ça tourne au pugilat tous les soirs. Vous êtes pas bien pour vous occuper de vos enfants, donc c'est pas la peine. Et c'est les besoins fondamentaux à nouveau. Voilà. Manger, finalement, c'est Donc, ça. mangez à 7 heures et faites manger vos enfants à 19h30. Mhm. Inversé, en fait. Tu Mhm. vois? Mhm. Ou alors, ou alors, tu sais, il y a beaucoup de femmes aussi qui prennent du poids parce que du coup, elles grignotent à 19h, elles font manger les gamins, et puis après, elles remangent après, tu vois. Et puis après 5 ans, elles disent, mais je comprends pas, j'ai pris 15 kilos. Bah ouais, mais en fait, voilà, tu manges 3 fois, en fait. C'est ça. Mhm. Ah, ok. Donc, en fait, je pourrais faire, par exemple, un vrai repas si j'en ai vraiment besoin un petit peu avant mes enfants. Et puis ensuite, voilà, je suis en effet disponible pour mes enfants. Donc, ça, c'est une façon de voir les choses qui est un peu révolutionnaire, hein, mais au sens, voilà, on renverse les choses. C'est ça. Mhm. Voilà. Mhm. Oui, Donc avec cette ça, dimension en plus c'est... de se faire passer en premier, quoi. Tu vois, Ouais. c'est tellement pas, enfin, je veux dire, tellement pas ça dépend des cultures peut-être, hein, mais moi, j'ai encore cette image-là dans ma lignée de femmes où c'est, on sert l'homme d'abord et puis les enfants et puis éventuellement on va se servir nous et puis en fait on n'a plus très faim parce que comme on a fait manger tout le monde, bref, on se fait passer en Exactement. dernier plutôt. Tu vois, le Exactement. côté un peu sacrificiel, tu sais, Exactement. de la mère ou de la figure maternelle qui prend soin de tout le monde, mais que quand tu la regardes 2 secondes, en fait, elle est très mauvaise à prendre soin. Enfin, très mauvaise. Elle est pas programmée, j'ai envie de dire, pour prendre soin d'elle. Donc forcément, se faire passer en premier, c'est quelque chose quand même qui est très, oui, comme tu disais, révolutionnaire ou à contre-courant, quoi. Complètement. Complètement. Et c'est encore le cas. C'est encore le Mhm. cas en 2022. Et sur le sacrifice, il y a un beau livre de alors, Anne Dufourmentel qui s'appelle La femme et le sacrifice. Mhm.
où dedans, elle dit un truc qui me semble fondamental à comprendre quand on est mère, parce qu'on se dit, bah oui, mais je suis la mère, donc je donne à mon enfant, et puis voilà. Mais il faut bien se rendre compte quand même que, du coup, on accumule comme ça aussi un sentiment sacrificiel, Ouais. et que le risque qu'on prend, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer absolument, hein, mais le risque qu'on prend, c'est que l'enfant devenu grand, l'enfant devenu adulte, l'enfant faisant sa vie et ne rendant pas toujours ça, parce que est-ce qu'il a à le rendre finalement? Enfin, je veux dire, ça pose aussi la question sur pourquoi on fait des enfants, mais en tout cas, moi, mon point de vue, c'est que l'enfant n'a pas à nous rendre quoi que ce soit. Euh, c'est du coup de se retrouver dans une relation à son enfant devenu adulte qui est de l'ordre de moi qui ai tout fait pour toi. Ouais, ce fameux, ouais, c'est ça. Et Tu après viens tout pas ce que j'ai fait, voilà. après tout Après ce que tout j'ai ce que fait pour toi. voilà, exactement. C'est ça. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu viens pas me voir le dimanche avec ta femme et tes enfants pour tous les dimanches manger la blanquette de veau. Je ne sais pas pour les auditeurs qui nous écoutent, mais en tout cas, moi, je sais pour moi que c'est vraiment un truc que j'espère ne pas dire à mes enfants. Mmh mh, mmh mh. Voilà, Oui, j'espère. et on revient avec cette dimension de qu'est-ce qu'on a envie aussi de créer comme relation avec nos enfants, parce que est-ce qu'on veut créer de la contrainte finalement, on va dire: «Ah, je dois aller chez ma mère manger la blanquette de veau», ou est-ce que, ben, j'ai trop envie de voir ma mère, ça fait longtemps que je l'ai pas vue, et ça va Voilà, être un moment festif et joyeux et léger, voilà, et pas voilà. dans la dette en fait, parce que la dimension de sacrifice, comme tu dis, il y a vraiment une dimension de dette affective, ou de chantage affectif même, Mmh, qui se joue, mmh, et qui finalement n'est pas très, voilà, n'est pas souhaitable, j'ai envie de dire, a priori. Je mmh. pense pas qu'on ait envie, d'être dans ce jeu-là, quoi. De dire à Ouais, nos enfants: «Bah, attends, tu vois, moi, je t'ai sacrifié mes plus belles années». Ça aussi, j'ai entendu. ouais, voilà, c'est «Je t'ai ça. sacrifié mes plus belles années». Mais mon Dieu, mais non, il y a rien sacrifié du tout. C'est Bah un non. choix que les personnes ont fait. Maintenant, c'est vrai que, bah, c'est difficile parfois pour certains profils de pouvoir l'admettre, et que ça va être plus facile de dire: «Attends, après tout ce que j'ai fait, je t'ai sacrifié mes plus belles années, donc maintenant tu m'es redevable». Ouais, Donc comme tu disais, ça crée une dette, quoi. Mmh. ouais. Et c'est pas facile hein, de se regarder hein, sur ce sujet-là en face, hein, Mmh de mh. qu'est-ce qu'on fait peser aussi finalement de la prise de liberté qu'on ne prend pas, de la prise de responsabilité qu'on ne prend pas parce qu'on pourrait faire autre chose, hein, créer Mmh. quelque chose, voilà. Parfois, et ça va peut-être faire mal aux oreilles de certains là, mais parfois on se cache Mmh mh. derrière, ah oui, mais j'ai des enfants, ah oui, mais moi j'ai ça, ah moi j'ai ceci, ah moi j'ai cela, pour finalement ne pas y aller. Ouais, ouais, ouais. Utiliser Hein. ça comme des excuses, quoi, comme alibi pour Et dire: ouais, «Mais tu vois, moi j'ai pas pu faire ça parce que, bah, tu vois, contrairement à toi, blablabla. ouais, J'ai pas pu faire des études, j'ai pas pu, parce que j'avais des enfants, parce que j'avais un mari, je sais pas ouais, quoi, parce que ma mère était malade». ouais. Et ça, On a c'est l'alibi le plus c'est l'alibi le plus difficile parce que c'est sous couvert, vous savez, on dit: «L'enfer est pavé de bonnes intentions». C'est mmh, sous couvert du truc le plus, «Ah oui, j'étais louable. mère quand j'étais une Ouais. mère. Ah oui, mais quand même, je me suis occupée de ma mère qui était en fin de vie. Ah mais quand même, je Mmh. moi, j'ai eu beaucoup: «Ah mais quand même, je travaille». Mmh mh, Oui, mmh mh. espèce de truc posé comme ça: «Ouais, non mais quand même, je travaille». Bah quoi? Tu Mmh mh. travailles? Bah, oui, c'était dans l'autre sens pour le coup. Mmh mh, Tu mmh mh, travailles, mmh. c'est bien, mais tu peux aussi nous emmener au parc. Ah Mmh ouais, mh. vraiment? Donc moi, C'est j'ai ça. eu à travailler Toi, dans l'autre tu as mais eu voilà. l'alibi, de l'autre côté, Et quoi. moi, c'est voilà, la limite de l'autre côté. Bah ouais, bon, bah, à un moment donné, oui, bah, tu travailles, c'est bien, tu te fais plaisir à aller travailler, mais en fait, tes enfants, ils ont aussi besoin que tu les emmènes faire du vélo de temps en temps. Ah ouais, d'accord, Mmh. OK. Mmh Bon, mh, mmh mh. ben, mais je le trouvais super mon alibi que quand même, bah oui, je rapporte de l'argent au foyer, nanana, Mmh mh. Mmh mh, mmh mh. Ouais, c'est ça, voilà, c'est d'utiliser finalement, c'est OK, hein, enfin, c'est juste de mettre de la conscience, comme tu disais là-dessus, d'en de se avoir dire d'être conscience. dans l'honnêteté. Moi, j'aime bien parler d'honnêteté radicale vis-à-vis de Ouais, soi-même, de se dire: «OK, c'est ça. si j'ai pas été là, c'est pas parce que, je suis maman, parce que je travaille, parce que je sais pas quoi, Ouais, c'est juste que je flippe, quoi. C'est voilà. juste que j'ai peur d'y aller». Et il y a des alibis qui seront plus facilement, Ouais, entendus socialement par accepté, l'extérieur que d'autres. voilà, c'est Là, ça. je Mmh. pense que quand j'ai dit: «Bah, moi, je travaille», c'est possible qu'il y ait plusieurs parties de ton auditoire qui se disent: «Ah bah, celle-là, incroyable» et qui soient, pas Mmh mh. d'accord, tu vois? Qui vont dire: «Bah, Mmh mh. vraiment, c'est vraiment une nana qui les dents, elle raye le parquet» et cetera. Tu vois? Ça va être vu négativement, tu vois? Mmh Alors mh, que mmh si mh. j'avais raconté l'exemple inverse en disant: «Bah, ouais, quand même, j'avais 4 enfants, donc j'ai arrêté de travailler, je me suis sacrifiée». «Ah ouais, bah, oui, quand même». Donc tout dépend de la culture locale, j'ai envie de Mmh mh, dire. mmh mh, mmh mh.
voyez? Mais en fonction de la culture locale, on est plus ou moins accepté dans l'alibi qu'on va se donner. Mais ça Ouais, c'est reste ça. quand même un alibi. Ça Ouais, reste quand dans tous même les un cas de alibi. figure, en fait, peu importe comment on le positionne, c'est ce que je dis, c'est qu'en fait, il y a un endroit de peur et on va utiliser le prétexte, l'alibi qui nous va bien pour. Après, c'est vrai que si en plus de ça, on peut avoir un alibi qui socialement, C'est tu vois, valorisant. est valorisé, voilà, ça est valorisé, Voilà, ben forcément, voilà, on est très tenté de l'utiliser. On est d'accord. exactement. Et c'est vrai que j'aime bien ton concept là, d'honnêteté radicale. C'est hyper dur, hein. C'est hyper Ouais. dur parce qu'en fait, on ne sait jamais où se loge, où se loge l'angle mort vis-à-vis de soi-même. C'est bon, ça c'est toute l'histoire de l'inconscient et on n'a jamais fait le tour. Enfin voilà, on n'a jamais exploré complètement la boîte noire. C'est ainsi. Mhm. Mais en revanche, on peut être quand même toujours un peu dans cette démarche. Moi, j'aimais bien mes professeurs au lycée qui disaient apprenez à penser par vous-même et et apprenez à penser contre vous-même. J'aime beaucoup ça. Voilà, Mhm. j'essaie d'avoir une idée, j'essaie hein, de me faire une idée personnelle sur un sujet et sur moi. Et j'essaie, quand j'ai cette idée, de me contredire. Hmm. Ah, de l'invalider, quoi, quelque part, de trouver les Ben arguments. Mais en oui, vrai, c'est la meilleure manière d'avoir de la répartie, et c'est tout l'art de la rhétorique, d'ailleurs. bah oui. Est-ce que je suis Sur pas les- en train de me tromper? Est-ce que je suis pas en Hmm. train de me tromper dans l'absolu? Mhm, Question mhm, de la vérité quand même. Enfin, c'est quand même mhm. bon, euh, on l'atteint pas. Donc voilà. Donc questionner tout le temps ça. Hmm. Et donc, est-ce que je suis en train de me tromper? Est-ce que je suis en train de me tromper moi-même? C'est-à-dire de me mentir, quoi. Et c'est ça, Hein. exactement. C'est ça, quand je parle d'honnêteté radicale, c'est vraiment cette dimension-là, c'est de prendre conscience de nos propres mensonges. Mais c'est pas évident, parce que comme tu dis, c'est un Ben peu non. une boîte noire. Enfin, et puis, on a toujours, Mm. comme tu dis, un angle mort, une partie qu'on ne voit pas. Et c'est aussi l'intérêt, d'ailleurs, quand on se fait accompagner, c'est que on peut nous Ouais, renvoyer des trucs, on se dit, ah ben je l'avais pas vu ça. Parce que tellement ouais. c'est dans une zone on n'a pas du tout, accès, Complètement, à laquelle on n'a pas du tout accès, quoi. complètement, Euh, complètement. mais il y a quand même, je sais, tu parlais de vérité, je pense qu'il y a quand même un endroit, euh, tu vois, où je pense on sait quand on se trompe soi-même, quand on se ment soi-même. Il y a un endroit, il y a une sagesse intérieure, je pense, tu vois, il y a un petit truc qui dit, ah là quand même, tu sais que tu te Mm. racontes une belle histoire, quoi. Mais Mm. tu veux raccrocher à cette histoire-là, mais il y a quand même une sorte de, je sais pas, il y a un feeling, un truc qui te dit, c'est quand même pas tout à fait juste, hein, et tu le sais. Maintenant, Ouais, tu as peur, c'est OK. Donc, raconte-toi cette histoire-là jusqu'au moment où ça devient, ouais, comme tu disais, un moment trop douloureux, où peut-être tu touches un peu trop la souffrance, et là, tu vas dire, bon, bah, OK. C'est à ce moment-là que ouais, tu fais preuve d'honnêteté radicale et que tu dis, bon, bah, OK, stop, là, maintenant, il est temps de ouais, changer, quoi. ouais, ouais. Oui, oui, et je pense que c'est super important ce que tu dis là pour tes auditeurs parce que peut-être qu'ils se demandent ouais, mais quand est-ce que je sais du coup? Et en effet, Mhm. je crois que tu dis vraiment le truc, c'est-à-dire qu'il y a un endroit quand même, mais ça aussi, c'est un apprentissage qui se fait, Mm. je pense, par le travail sur soi, Ouais, d'aller définitivement, ouais. sentir, d'aller ressentir, alors ça passe aussi par le corps, pareil, un truc que je ne connaissais pas, pourtant j'ai fait beaucoup de danse et tout ça, donc j'ai une certaine conscience de mon corps, mais alors aller sentir, quand on me disait au début que je me suis rapprochée de la partie thérapeutique et développement personnel et tout ça, que ça se passait dans mon corps, je me dis, qu'est-ce qu'il raconte, quoi? Ça se passe dans Mm. le corps de quoi, tu vois? Bah Mhm. ouais, quand même. C'est-à-dire quand tu essaies d'aller un peu explorer ça, bah oui, tu commences à apprendre qu'il y a un ressenti corporel quand c'est OK. Ah bah mon corps, il est détendu. Ah bah Mhm. mon cœur, il bat tranquillement. Je respire tranquille. OK. Ah d'accord. Donc c'est peut-être ça, ce truc de être aligné. Ah, c'est quand mon corps, il est bien. Ah d'accord, Mm. OK. Tu commences à prendre conscience C'est physiquement, ça. en fait, de ce que ça Mhm. peut être. Et Mhm. aussi mentalement, parce que les idées s'arrêtent de tourner dans ta tête, une forme de fluidité qui apparaît, mais ça se vit. Enfin, là, je C'est suis un en train de le apprentissage à nouveau, c'est ça un se vit. apprentissage. Et Bah en oui. plus, ça se vit. Et je trouve que ce qui est fort, enfin, moi, quand j'ai commencé cette démarche-là, pareil que toi, mais sans dans ton corps, moi, j'étais genre, mon corps, mais enfin, moi, dans mon corps, il se passe, enfin, c'est bas, c'est bien. Et puis après, tu sais, tu vas te faire masser, puis tu fais, ah, en fait, j'ai mal là. Mmh. Tellement, tu vois, tu es Mmh. déconnecté du corps, tu sens même plus Mmh. la douleur. Donc, ni le plaisir, ni la Oui, douleur, il n'y a pas de problème. ouais, Mais par c'est ça. contre, en affinant, bizarrement, en ayant cette curiosité, enfin moi c'est le mot que c'est ça, c'est avoir de la curiosité par rapport à tiens, qu'est-ce qui se passe? Tiens, j'ai remarqué que quand j'écoute un certain type de musique, je vais me mettre à frissonner. Mais Mmh. ma boussole à moi, c'est devenu, ah ben en fait, quand c'est juste, je frissonne.
Voilà. Ou quand c'est juste, il va y avoir un truc qui va se passer au niveau de mes tripes, comme on dit, où je vais sentir un truc de ouf, c'est trop bien. Mais ça, c'est venu, comme tu dis, avec un temps de. Enfin, moi, je vois comme presque un entraînement, une réappropriation de ce territoire inconnu qu'était le corps. Parce qu'on nous. Allez, comment. Je ne vais pas dire on nous, c'est qui le on. Mais je veux dire, mais globalement, dans le système éducatif, scolaire, etc., le rapport au corps, tu parlais toi-même de ce côté, la danse ou la gym, oui, on va aller faire du sport et ça, c'est notre seule expérience finalement avec le corps à travers le système éducatif traditionnel, je vais te dire. Mais finalement, de se poser, d'écouter sa respiration, d'écouter le rythme de son cœur, de sa respiration et tout ça, c'est comme maintenant que on voit ça émerger dans des écoles qui sont même un peu avant-gardistes, où on va apprendre aux enfants à tiens, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Parce que sinon, on est fort dans la tête, dans le mental, prendre les décisions à travers la tête, tu sais, les fameuses listes de pour et de contre, qui sont la pire des manières de prendre une décision, mais c'est celle qu'on nous a toujours appris. Complètement. Et que j'ai malin plaisir, je ne sais pas toi, mais moi je kiffe du coup avec mes clients leur faire le jeu inverse de tu crois que ça c'est la bonne décision? Bien, je vais te montrer l'autre côté en quoi c'est une mauvaise décision. Ah bah mince, mais alors aucune des deux elle est bien. Je dis mais en fait c'est pas avec la tête que tu dois prendre une décision. Et c'est là qu'on en vient à cette sensibilité du corps, du cœur, de tout ce qui se passe ailleurs que dans le mental, quoi, finalement, que dans notre tête. Complètement. Et ça, je trouve ça aussi un apprentissage. Ouais. Ah ouais, c'est un apprentissage. Mais oui. S'il y a vraiment un mot à retenir de ce qu'on est en train de dire là, c'est ça s'apprend. Ça s'apprend. Ouais. C'est un apprentissage. Ouais, complètement. Et par rapport à tu sais, le sujet, c'est aussi la résilience. J'aimerais bien savoir, toi, quand tu observes, que tu vois un peu tous les moments de vie que tu nous as partagés où ça a été dur, on va dire, ou en tout cas désagréable à vivre, à ce moment-là où tu as été challengé, où vraiment ça a été un défi pour toi. Quand tu te retrouves face à l'adversité, toi, comment... c'est quoi j'ai presque envie de dire la séquence ou ta stratégie, toi, de résilience de manière générale? Est-ce que tu es face à l'adversité? Qu'est-ce qui te passe chez toi à l'intérieur? Comment est-ce que tu peux observer si tu regardes ce serait quoi le pattern pour toi? Ah là là, ouais. Bon, je crois que mon pattern hérité est l'action quand même. Mais ça, c'est un pattern hérité transgénérationnel, clairement. Et pour le coup, qui m'a beaucoup coupé de mes émotions pendant longtemps. Donc, c'est l'écueil. C'est-à-dire que ça m'a été très utile. Et en même temps, l'écueil, c'est que du coup, là, il faut y aller, quoi. Et dans des moments, y compris très graves. Je vais raconter un épisode qui m'est arrivé, par exemple. Alors, super utile de ne pas avoir d'émotions, de ne pas ressentir ces émotions à ce moment-là. Et du coup, quand on est tout le temps sur cette modalité-là, dans d'autres moments de la vie, ça peut être un problème. J'ai failli avoir un très, très grave accident de voiture quand j'avais une vingtaine d'années. Je prends ma Fiat Panda. Voilà. Une petite Fiat Panda que j'ai gardée 10 ans, verte, et me voilà partie, porte d'Orléans, direction A10, pour aller voir mes parents à La Baule à l'époque, qui s'étaient installés là-bas. Je fais 5 km. Je me tourne pour prendre un truc dans mon sac et j'entends paf. Et en fait, j'étais comme ça, je remets, pas comme ça, là, les gens écoutent pas, donc les gens écoutent, donc il faut que je décrive. Donc j'étais la tête à droite une fraction de seconde en fait, et je remets ma tête dans le pare-brise, et en fait, c'était le capot de ma voiture qui s'était désolidarisé, donc qui venait de s'ouvrir sur mon pare-brise. Donc, vous êtes à 100, je suis à 110 en train de me lancer sur l'autoroute, là, à la sortie de la porte d'Orléans, et je n'ai plus du tout de visibilité. Et je suis sur la deuxième file, je crois, donc au milieu. Émotionnel, tout figé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Action, mon cerveau se fait. Je vous raconte vraiment la séquence parce que je m'en rappelle exactement. C'est que mon cerveau se dit, j'ai un taxi derrière, il sait conduire. Et peut-être par chance, il a vu ce qui était en train de se passer. Donc, je vais simplement ralentir, mettre mes warnings, et il va faire ce qu'il faut.
Voilà, je fais confiance dans la conduite du taxi qui est derrière. La circulation est plutôt fluide, donc j'ai pas quelqu'un dans les 10 mètres devant moi. Ouais, tout de suite. D'accord? Donc c'est OK. Donc, tu donnes pas de coup de volant. J'ai eu un truc comme ça d'inhibition, en fait. Tu donnes pas de coup de volant, tu te calmes et tu t'arrêtes. Et tu fais confiance que ça va s'arrêter derrière toi parce qu'il y a ce super taxi derrière toi qui sait super bien conduire. Qui va réguler le Qui sait schmilblick. super bien conduire et qui va lui aussi mettre ses warnings et faire comprendre à tout le monde qu'on arrête la circulation. Bon, et voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé. Je sors de ma voiture. Là, il y a un mec qui sort de sa voiture aussi. Donc, on est en plein milieu de l'autoroute. Hein. Ouais, c'est ça. Tout le monde, voilà. Et qui me dit, mais madame, il ne faut pas regarder son capot comme ça au milieu de la route. Il ne faut pas regarder son moteur, pardon. Il ne faut pas regarder son moteur comme ça au milieu de la route. Je fais, non, je ne suis pas en train de regarder mon moteur. Je lui explique le truc. Voilà. On dégage la voiture sur le côté. Et là, tout mon corps se met à trembler de bas en haut, de haut en bas, de voilà, toute l'histoire qui aurait pu se passer si jamais je n'avais pas pu maîtriser ce truc-là. Et je passe, alors, un message par rapport à ça, parce que je trouve dans le développement personnel, il y a beaucoup de trucs il faut y aller, il faut dépasser les limites, il faut dépasser machin. Mais j'ai conscientisé ça en plus vraiment ce mois-ci. Donc, du coup, je livre vraiment un truc dont j'ai pris conscience que se développer personnellement, c'est aussi un réapprentissage de l'inhibition. C'est aussi un réapprentissage de tout ce qu'on ne va pas faire. Voilà. Et pour beaucoup que j'accompagne, encore ce matin, des femmes très affairées, très dans le faire, dans bouger partout, machin, ben elles, leur réapprentissage, c'est de s'autoriser à faire des choses qu'elles ne font pas pour elles. Donc ça, c'est clair. Donc ça, c'est la partie libération. Mais il y a aussi une énorme partie de réapprentissage de l'inhibition, à un moment donné, on ne va pas faire ça, on ne va pas aller courir dans tous les sens, on ne va pas aller faire et les courses et aller chercher le chien chez le toiletteur et aller chercher le gamin au centre de loisirs. Non, on va juste arrêter et se poser, en fait. Voilà, et donc ça, je pense que c'est un truc voilà, je disais c'est l'action, mais tu vois, finalement, je raconte un truc où j'ai plutôt été dans l'inaction que dans l'action, dans le ralentissement. En fait, c'est l'action de. En fait, c'est ça que je trouve super intéressant, c'est que là, tu donnes un exemple où l'action, c'est de ne pas faire d'action. Ouais. Tu vois, en fait, c'est ça toute la. En fait, ne rien faire, c'est déjà faire le fait de rien faire. Là, en l'occurrence, de ne pas avoir fait de coup de volant, okay, ça aurait été une action peut-être qui aurait été dirigée par ton système nerveux ou peu importe, qui a été inhibé à ce moment-là et qui t'a dit non, là, c'est ne fais rien. En tout cas, ne fais pas ce qui serait l'instinct de dévier, de partir en vrille et de céder à la panique. Et que là, justement, l'action, ça a été de rien faire, mais en même temps, tu vois, justement, ton système s'est lui-même mis en pause. Parce que c'est ça qu'il a fait, c'est qu'il a ralenti en disant « Ok, là, on va se mettre en pause. » Ce truc, excuse-moi, je rebondis, parce que ce truc de ne donne pas de coup de volant, je l'avais dans ma tête. Ça s'est mis à tourner en boucle. Ne donne pas de coup de volant, ne donne pas de coup de volant. Surtout, s'il y a un truc que tu ne dois pas faire, c'est de donner un coup de volant. Je l'avais. Hein. C'est ça. Je dis, au pire, tu auras fait ce que tu avais à faire. C'est vraiment, hein, j'avais un truc comme ça dans ma tête. Au pire, bon, si c'est ton heure, c'est ton heure. Mais tu auras fait ce que tu avais à faire, c'est-à-dire que tu n'auras pas fait l'erreur. C'est ça, l'erreur commune, l'erreur commune de donner des coups de volant alors que tu as zéro visibilité, quoi. Ouais. Et que là, il y a quelqu'un qui peut t'arriver par le côté parce que lui, il ne sait pas du tout. Mon taxi de derrière, il c'est suit. Ça. Donc, il me voit ralentir. Il voit bien le rouge à l'arrière quand j'appuie sur mon frein. Donc, il sait que je ralentis. Tu vois, il se demande peut-être pourquoi. Il se dit, mais qu'est-ce qui lui prend, elle, de ralentir comme ça et puis de se retrouver. Mais il sait. Par contre, si je donne un coup de volant et qu'il y a un mec qui m'arrive par la droite, lui, il ne sait pas. Il n'est pas au courant de ce qui est en train de se passer. Et exactement. Et là, direct, Et aussi, tu sais, le corps s'est mis en couper les émotions. Et puis, ce que je trouvais ça intéressant, c'est qu'après, une fois que tu es en sécurité, là, il y a la décharge.
Là, il y a le corps qui dit, OK, là, il y a tout qui circule. Et là, tu prends en compte, comme tu disais, et là, tu te rends compte de tout ce que tu viens de traverser. Mais c'est le cerveau reptilien qui prend le dessus à ce moment-là. Donc, le limbique, là, il est court-circuité, heureusement, puisque c'est un peu une question de vie ou de mort à ce moment-là. Donc c'est vrai que c'est assez interpellant. Je trouve cette dimension, tu parles d'inhibition, c'est de rapprendre, en tout cas pour des profils ou des personnalités qui sont très dans l'action. Et tu disais, ta stratégie, toi, ça va être de passer à l'action. J'ai déjà eu plusieurs personnes dans les divergents qui justement parlaient de ça, qui disaient en fait, moi, ma première réaction, ça va être de passer à l'action et après d'accuser le coup et de dire, en fait, qu'est-ce qui s'est passé là? Mais c'est comme, il y a deux dynamiques possibles. Du coup, c'est intéressant parce qu'en effet, peut-être qu'on t'a raconté beaucoup des récits de faire. Et là, je te raconte un récit de ne pas faire, mais qui est en même temps une action dans ce pas faire. Et du coup, ce qui me vient, c'est le fait, finalement, peut-être là-dedans, que ce soit d'avoir une action à proprement parler, c'est-à-dire, ou comme je viens de le raconter, d'être plutôt dans un truc où là, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Et dans la vie, c'est pareil. Il y a plein de situations où il n'y a rien à faire, en fait. C'est ça. Il faut juste s'arrêter. En fait, je crois que peut-être le point commun à ça, finalement, c'est de rester connecté à soi. C'est-à-dire que tu vois, là, grâce à toi, je conscientise avec d'autres événements. Je crois que le point commun de tout ça n'est pas action ou inaction. Le point commun de tout ça est connexion. À ce moment-là, j'ai un cerveau qui est complètement connecté à lui-même. Tu parlais du cerveau reptilien, c'est-à-dire je n'ai pas un reptilien qui vient faire sauter mes capacités de décision et de raisonnement. Je garde une forme de tension et de concentration qui fait que mon cerveau, prise de décision, mon frontal, mon reptilien qui me donne les informations, que putain, c'est la merde. C'est la super merde. Mais par contre, je reste connectée avec mon frontal qui, lui, est le centre décisionnel de l'affaire. Et qui, lui, va dire, et c'est le centre de l'inhibition aussi d'ailleurs, lui va dire et envoyer du coup à tout mon cortex derrière, là, moteur, le seul truc que tu as à faire, c'est d'utiliser ton pied et d'appuyer sur le frein et d'utiliser ta main droite et d'aller appuyer sur le bouton de warning. C'est tout ce que tu as à faire là. Donc, c'est les seuls trucs moteurs que tu as à mettre en place, c'est ta main droite, ton pied. C'est ça. Passage de vitesse. Mais pour ça, on a besoin d'un cerveau qui soit connecté. Et voilà. Et il y a aussi une dimension, je pense, qui est peut-être plus subtile, là pour le coup, mais dans le récit, dans ce que tu disais, tu vois, il y a l'action, mais dans l'action de ne pas faire d'action, enfin, on ne va pas revenir là-dessus, mais il y avait aussi, dans ce que tu partageais, ce truc de faire confiance. Tu as fait confiance au taximène derrière, tu as fait confiance au fait que tu allais pouvoir ralentir, etc. Enfin, en tout cas, moi, ça m'évoque ça. Il y a quand même une partie où il y a du lâcher prise et de OK, je fais confiance et je me dis que ça va. Moi, j'ai des actions à faire et puis la vie fera ce qu'il y aura à faire. Tu vois, tu l'as dit à un moment donné, si c'est mon heure, c'est mon heure, quoi. Il y a quand même une forme de lâcher prise en plus dans un moment critique, tu vois. Je ne sais pas si ça te parle. Ah oui, ça me parle. Et je trouve ça super qu'on note ça, parce que donc, il y a ce truc de connexion, d'être concentré. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'apprendre à prendre soin de son cerveau et la méditation, voilà, apprendre à être concentré, c'est super important. Et ça aussi, ça s'apprend. Et en effet, ce truc de la confiance, ça me fait penser au livre de Charles Pépin qui s'appelle La confiance en soi, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être en 2019 ou 2020, je ne sais plus exactement, mais où il parle exactement de ça. Et il donne un exemple avec les pilotes de chasse, donc les Top Gun, là. Et en fait, il est allé interroger plusieurs personnes qui font des choses, on va dire, assez intenses dans leur vie, donc des pilotes de chasse, mais aussi des musiciens, par exemple, professionnels, des concertistes, des choses comme ça. Et il est allé leur demander, qu'est-ce qui se passe pour vous quand vous êtes en train de jouer un concerto de Tchaïkovski devant 1000 personnes, etc., et que vous êtes le violoniste solo.
porte quand même une lourde responsabilité à ce moment-là. C'est ça? Ou quand je suis le pilote de chasse et que je dois atterrir sur une plateforme en plein milieu de l'océan Atlantique et qu'il y a des creux de 3 mètres, quoi, tu vois, Ouais, c'est ça. hein, parce que ça arrive aussi. Et en fait, tous décrivent euh, d'abord le fait de s'être entraîné. Donc, tu vois, ce côté, le cerveau qui est prêt à mener les actions et qui connaît son truc, Son quoi, job, finalement. ouais, c'est ça, quelque part, c'est dans un mode automatique, quoi. Voilà, donc je sais piloter un avion, je sais qu'il y a les calculs de maths qui font que si j'arrive à telle vitesse sur la plateforme, ça va le faire. Il y a des mecs qui m'envoient des informations dans le cockpit et qui me disent quand est-ce qu'il faut que j'atterrisse exactement parce que la vague, c'est le bon moment et tout. Donc, OK, tout est en place, quoi, finalement, pour que… Donc, pareil, dans ma petite Panda, là, je sais conduire, je sais à peu près comment marche ma voiture, je sais que le taxi est derrière, enfin, tac, 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 tac. Et après, ils disent, et après, il y a la confiance. Il y a la confiance que ben, on va lâcher les gaz et ça y est, quoi, c'est le moment où on va atterrir. Et en fait, ça peut se jouer à 1 millimètre, mais ce millimètre-là, en fait, on n'a pas la maîtrise dessus. Jamais, en fait. Et on n'aura jamais la maîtrise dessus. Et donc, à un moment donné, Ça on a la manque foi, quoi, on quelque a part, la ouais, c'est foi, ça. on a la foi. Et on y va, quoi. Et le violoniste, c'est pareil. Qui dit qu'il n'y a pas sa corde de mi qui va péter dans sa figure? Moi, ça m'est déjà arrivé, alors pas devant 1000 personnes, en cours. Ça va, en cours. Ça va, ouf. Tu vois, mais tu es en train de jouer, tu es peinard, et bing, tu as ta corde qui te pète à la figure. Ah bah ouais, ben ça peut arriver quand tu es en concert et que tu es au New York City Hall, tu vois. Tu as confiance que, bon, allez, ça, c'est pas pour aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, mon violon, il va bien, il n'y a pas de problème, Ouais, quoi. c'est ça. Tu vois. Ouais, ouais. Oui, c'est ça, c'est faire. Enfin, tu vois, c'est marrant parce que ça me fait penser un peu à ce que tu disais au tout début par rapport au chat qui va s'abandonner à un moment donné, mais à un moment choisi. C'est pas un mode, Ouais, on va dire un mode normal, on va dire ça. C'est pas le mode d'habitude, mais qui va être capable de justement à un moment donné s'abandonner et de se dire ok, c'est bon, là je veux bien me faire, là je me laisse porter par la vie, quoi, ou là je me laisse porter ouais, par les caresses de pour reprendre voilà. l'idée du chat, mais Il y a personne qui va m'agresser. là je peux me laisser aller, quoi. Ouais. Voilà. Et ça dépend de son histoire. Tu vois, le chat dont je te parle, qui était le mien, c'est un petit chat qui avait été abandonné. Donc, a pas eu. Alors, on parle de l'attachement, de la maman et tout ça, mais bon, voilà. Dans ma famille, on a une grande théorie que ce petit chat ayant été abandonné, il n'avait pas pu avoir cette première sécurité intérieure et que, bon, voilà, on avait bien fait ce qu'on pouvait pour lui, mais voilà. Et du coup, c'est un petit chat qui a été agressif toute sa vie, toujours sur le qui-vive et tout ça. Et puis, de temps en temps, elle lâchait un peu, que personne n'allait lui faire du mal, tu vois. Mais c'est vrai que oui, plus on a eu un vécu difficile et plus on Oui, cherche après, c'est ça, à se protéger. c'est ça, oui. Mais, C'est instinctif. Enfin, c'est engrammé voilà, en nous, quoi. c'est ça. Mais c'est pas une fatalité non plus. Et c'est pas non plus négatif, quoi. Je veux dire, Ouais. c'est bien de se protéger aussi. Voilà. Et là, par rapport à tout ce qu'on a échangé, moi, ce que j'aime bien, c'est justement de permettre aux invités de partager leurs apprentissages de sagesse. J'aime bien les appeler comme ça, c'est les pépites. Si tu voulais, soit tu reprends par rapport à tout ce qu'on a échangé, ou bien d'autres choses que tu aurais envie de partager ou quoi, ce serait quoi, on va dire, les 3 à 5 apprentissages de sagesse que tu aurais envie de partager? Allez. Euh, alors que le silence, que dans le silence est un endroit où on trouve du plein. Enfin, quelque chose comme ça, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai longtemps été quelqu'un qui aimait pas être seul ou qui aimait pas le silence. Tu vois, une télé allumée, de la musique, enfin voilà, toujours remplir finalement. Et quand j'ai compris que un endroit où il y a du vide à un moment donné, bah, c'est un endroit qui était au contraire extrêmement plein et d'où allait jaillir quelque chose. Alors ça a été extraordinaire. Première chose. Voilà, donc contre-intuitif, hein, c'est dans le vide qu'il y a le plein. Voilà, je laisse chacun réfléchir à ça.
Deuxième truc qui m'a hyper servi, euh, ce truc de j'apprends à penser par moi-même et contre moi-même. Hmm. L'idée que je suis en train de me faire des choses, voilà, c'est intéressant de la voir, de se dire, tiens, ça c'est l'idée que j'ai à l'heure actuelle avec ce que je sais, comme disent les scientifiques, en l'état actuel de mes connaissances. Ouais, c'est ça. Voilà, et qu'en même temps, je garde la porte ouverte pour pouvoir remettre ça en question à tout moment. Hmm. Voilà, et que si je ne l'ai pas, justement, comme tu disais, vraiment profondément fluide, c'est peut-être que c'est pas encore tout à fait ça, quoi. Mhm. Et voilà. Mhm. Donc être toujours un peu sur cette brèche là entre voilà, entre ma vérité et, et peut-être qu'il y a autre chose. Et la remise en question de cette même Ouais. vérité, parce que c'est la vérité à un instant T, quelque part, elle peut être, tu vois, c'est un peu comme quand on est enfant et que bah, pour nous, le Père Noël, il est vrai. Désolée Oui. si vous écoutez les enfants, non, je crois pas. Mais tu sais, à cet instant-là, on y Ouais. croit tellement et c'est Ouais. une vérité absolue à ce moment-là. Mais Ouais. après, cette même vérité, elle change et du Mm. coup, ça devient une autre vérité qui est, bah non, là, j'y crois ou j'y crois plus, quoi. Il y a Ouais. vraiment ce switch on-off. Ouais. Et là, avec ce que tu proposes de, voilà, penser à la fois par soi-même, puisque c'est ce qu'on fait aussi avec les enfants, de, OK, tu crois que le Père Noël, il existe ou pas? Pense par toi-même. Et puis après, Mm. bah, lui-même, bah, peut-être l'enfant de l'inviter à dire, bah, en fait, bah, Mm. je crois qu'il existe. OK. Pourquoi est-ce que tu crois qu'il existe? Ou pourquoi tu crois qu'il n'existerait pas? Et vraiment d'inviter, enfin, c'est un peu le développement du sens critique finalement, ce que tu Oui. mentionnes là. Oui. Je trouve que bah, Ouais, ça, ouais. c'est une belle ressource effectivement, ou Complètement. un Et le apprentissage ou sens un critique, enrichissement. c'est et le sens critique, c'est pas le sens de l'opposition, hein. Non, ouais, 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 bien sûr. Bah, en tout cas, là, dans ce que tu proposes, c'est contre soi, mais en même temps, par soi-même et contre Ouais, soi-même. Ça permet c'est d'être ça. vraiment dans l'ouverture, Et en fait. voilà, parce que parfois dans critique, on se dit, ah oui, mais alors ouais, moi j'ai l'esprit critique, je vais apporter des contre-arguments, etc. Moi, j'aime Mmh. mieux l'idée de complémentarité. Je vais Ouais. compléter, en fait. Je vais Enrichir. compléter, je Mmh. vais enrichir, je vais affiner. Ça ne va pas nécessairement remettre tout en question de ma vision d'avant, mais il y a un petit truc de plus, voilà, Mmh. qui me permet de comprendre. Donc, voilà, ça C'est ça, c'est. apporter une nuance, quoi. Ouais. Et puis après, l'autre truc, c'est dans la souffrance, c'est un truc, c'est super dur, mais quand j'ai quand j'ai expérimenté cette espèce de switch qui est un switch physique, y compris physique, de je souffre et je choisis l'ouverture. Alors d'autres en développement personnel vont dire l'amour, choisir l'amour plutôt que la peur, choisir le. Moi, j'aime bien du coup dire, ok, qu'est-ce qu'on entend par amour? Eh ben, moi, j'entends j'ouvre, j'ouvre. Quoi d'autre est possible? Là, je suis en train de vivre ça. Ok, je le vis et j'ouvre. Quoi d'autre est possible avec ça? Qu'est-ce que je pense? Voilà. Et d'être Mmh. dans. Il ne va pas y avoir de réponse tout de suite, hein. D'ailleurs, peut-être c'est encore un autre apprentissage, ça, mais c'est d'avoir en conscience que c'est plus important d'avoir les questions que les réponses, dans un Mmh. premier temps. Mais ok, je fais le constat que je suis en train de passer un truc qui est vraiment très désagréable. Et je m'ouvre à la possibilité qu'il se passe quelque chose. Voilà. Mmh. Mm. C'est intéressant parce que j'ai une petite théorie personnelle qui dit que justement, on parle beaucoup de résilience et juste après la résilience vient la divergence. C'est une Mm. fois que tu as rebondi, c'est l'ouverture du champ des possibles. Ce propos d'ailleurs Mm. aussi du podcast, mais Oui, on voit qu'il y a vraiment ce truc à partir du moment où tu rebondis, que il y a le ouais, champ des possibles qui s'ouvre à toi. Et ouais. donc, dans ce que tu proposes là, oui, c'est dans la souffrance ou dans le fait de pouvoir se remettre, de rebondir, tu parlais de retomber sur ses pattes au tout début dans le côté chat. Et ben, il y a cette volonté de croire ou de foi aussi, de garder cette foi de OK, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui va en sortir de tout ça. Mm. Là, je vois pas le sens. Là, je suis Mm. juste dans la douleur et je comprends pas et je trouve que c'est insensé et que c'est pas juste et patati patata. Je suis dans le dur. Mm. Et en même temps, garder cette, comme tu dis, enfin, moi, ça me parle aussi, cette notion d'ouverture, de dire OK, si je suis en train de vivre ça maintenant,
c'est pour une raison que je ne perçois pas maintenant. Oui, Et c'est vrai que c'est difficilement entendable à ce moment-là de dire: «Oui, mais t'inquiète, ouais, tu ressentiras de la gratitude et le cadeau caché et tout ça». Non, à ce moment-là, c'est juste la merde, point barre. Assume, enfin, exactement. accueille le fait que c'est juste, voilà, le moment dur, Ouais, dur, dur, ah oui, tout en gardant cette foi, que en fait, il y a quelque chose qui en ressortira. Il y a quelque chose, ouais, ça prendra sens plus tard. Heu, oui, c'est, heu c'est Viktor Frankl qui parle de cette notion de sens et qui oui, dit, bah, que voilà, que justement, ceux qui gardent qui donnent un sens, mais pas là à la douleur dans le sens de justifier pourquoi est-ce que OK, ça va, c'est non, c'est quel est le sens que toi tu as envie de donner plus tard et le sens, c'est, bah, là je comprends pas, comme tu dis, j'ai les questions maintenant, j'ai pas les réponses, mais il va y ouais, avoir les réponses à un moment donné. C'est avoir cette foi dans le fait qu'il y a, ou cette confiance, si on reprend le mot de tout à l'heure, qu'il va y avoir, des réponses à un moment donné et peut-être que complètement, pas dans cette vie-ci d'ailleurs. Tu complètement, vois? Donc complètement, ça me complètement, parle. Mmh. complètement. Oui, oui, et Viktor Frankl sait de quoi il parle puisqu'il a Ouais, vécu les camps de concentration, donc quand même, ouais. C'est ça. en termes Donc il y a de sûrement des bonnes choses à en retirer, on va dire ça comme ça. Mmh. Donc dans le vide, il y a le plein. J'apprends à penser par moi-même et contre moi-même et dans la souffrance, je choisis l'ouverture. Est-ce qu'il y a autre ouais. chose qui te vient? Ah, je crois que c'est pas mal, il y aurait sans doute ouais, il y a ouais, mais c'est bien. Je pense non, mais je pense que c'est bien parce que, tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'après on a plein, plein de trucs et on a envie d'ouvrir toutes les pistes et parfois Mmh. c'est bien de converger et de se dire: Mmh. «OK, déjà, si je commence par ces 3 trucs-là, ça veut dire quoi dans ma vie? Comment je peux le mettre en place?» et tout ça et Mmh. c'est Mmh déjà pas mh. mal, quoi. C'est Ouais, déjà il y a déjà de la matière, c'est clair. Surtout que oui, voilà, c'est ça. Bah, on a eu un échange hyper riche. En tout cas, moi, j'ai trouvé, bah, ça hyper intéressant de pouvoir voilà, on a parlé, je m'attendais pas à ce qu'on parle de transgénérationnel, de parentalité, moi non des plus. besoins, d'inhibition. Enfin, c'est voilà, c'est génial. Enfin, moi, j'ai adoré Moi passer aussi, ce moment avec c'était toi, en tout cas, Ida. Je suis sûre que les auditeurs auront pris autant de plaisir que moi à écouter justement te raconter et puis aussi tous ces échanges autour de quels sont les apprentissages finalement qu'ils peuvent en retirer, les endroits où ça peut faire écho avec eux. mmh, Euh, et voilà, et que si, s'ils sont dans ce mode aussi d'action, de ne pas oublier que l'action, ça peut être aussi de ne rien faire. C'est aussi une ouais, action. ouais, ouais. Hem, donc je pense et voilà, cette connexion à soi, comme tu disais, tu amenais aussi cette dimension d'être concentré, de développer cette capacité de concentration, d'inhibition. Enfin bref, il y a eu plein, plein, plein de pépites, je pense. Donc merci beaucoup pour Merci ça beaucoup. et j'ai envie de te dire, ben, à très, très, très bientôt, Ida. Oui, avec grand plaisir. Merci, merci pour, cet accueil. À bientôt.